Parfois, dans les yeux d'un enfant, se cache un vide si léger qu'il passe inaperçu. Il rit, il court partout, il écoute attentivement, il suit les règles sans broncher. Et pourtant, quelque chose n'est pas là. Ce n'est pas qu'il manque d'amour, ni même d'attention. Il manque d'écho. Ce qu'il ressent n'a pas d'espace. Ce qu'il pense n'a pas de résonance. Il vit dans un monde où l'on s'adresse à lui, mais rarement à ce qu'il est vraiment. Cet enfant grandit dans une maison où tout fonctionne. Il y a de la nourriture, une routine, parfois même des rires. Mais ce que personne ne voit, c'est qu'il a appris à se dissoudre pour s'intégrer. Il a découvert très tôt que montrer ce qu'il ressent réellement risque de déranger. Alors il a affiné ses antennes. Il a deviné ce qu'on attendait de lui et il s'est adapté. C'est là que la blessure s'installe. Non pas une blessure de surface, mais une fracture subtile entre ce qu'il est et ce qu'il montre. Adulte, cette personne paraît forte, fiable, presque irréprochable. Mais si l'on gratte un peu, on perçoit une inquiétude constante, un doute chronique. Elle ne sait plus vraiment si ce qu'elle montre est ce qu'elle est ou ce que les autres veulent voir. Elle se sent souvent en décalage, comme si elle jouait un rôle sans avoir jamais vu le scénario. L'histoire de Malik, 33 ans, en est un reflet poignant. Cadre compétent dans une entreprise respectable, il donne toujours plus que ce qu'on attend de lui. Il arrive tôt, part tard, anticipe les besoins de tout le monde. On le félicite souvent pour son efficacité. Personne ne sait qu'au fond, il a peur. Peur d'être un jour découvert, comme s'il portait un costume trop grand. Quand il rentre chez lui, il n'éteint jamais vraiment ce personnage. Même dans l'intimité, il continue d'être celui qu'on attend, pas celui qu'il est. Parfois, il reste debout dans le silence, incapable de pleurer, incapable de comprendre pourquoi un simple moment de repos lui donne un sentiment de culpabilité. Ce n'est pas une simple insécurité, c'est une identité construite sur une absence, une personnalité façonnée pour survivre à un monde où l'on ne le voyait pas. Et c'est précisément là que se cache quelque chose de plus grand. Car derrière ce vide, il y a un appel. Pas un cri spectaculaire, mais une vibration sourde, continue. Celle de l'âme qui attend qu'on la reconnaisse enfin. Il arrive que certaines personnes, même entourées, vivent comme si elles étaient seules au monde. Elles rient aux bonnes blagues, acquiescent dans les conversations, et donnent même des conseils avisés. Mais il y a un silence qui habite leur poitrine, un silence qui n'a pas été choisi. Ce n'est pas l'absence de bruit, c'est l'interdiction tacite d'exister pleinement. Dès l'enfance, on leur a appris que certains sentiments ne sont pas recevables, que la peur est une faiblesse, que la tristesse dérange, que la colère est un défaut de caractère. Imagine une petite fille appelée Soraya. À 6 ans, elle tremble à chaque dispute entre ses parents. Elle pleure, elle a peur, elle voudrait s'enfuir. Mais chaque fois qu'elle exprime quelque chose, on la rabroue. « Ne fais pas d'histoire », lui dit-on. « Tu exagères. » Alors elle arrête. Elle apprend à sourire quand elle voudrait hurler. Elle commence à s'excuser même quand elle n'a rien fait. Et dans son petit cœur, une confusion s'installe. Ressentir devient dangereux. Cette confusion ne la quitte jamais vraiment. Adulte, elle devient cette collègue toujours aimable, cette amie sur qui on peut compter, cette femme qui ne demande rien. On l'admire pour son calme, son contrôle, sa maturité. Mais elle vit avec un couvercle sur ses émotions. À force d'avoir refoulé la peur, elle vit dans l'anxiété. À force d'avoir nié la colère, elle la retourne contre elle-même. Et quand une émotion trop forte surgit, elle panique. Elle croit qu'elle est en train de perdre le contrôle, alors qu'elle est simplement en train de ressentir ce qui n'a jamais eu le droit d'exister.
Carl Jung disait que ce que nous refoulons devient notre ombre. Et cette ombre ne disparaît pas. Elle vit en silence, dans les décisions que nous prenons sans comprendre, dans les relations que nous sabordons sans le vouloir, dans les moments de joie que nous n'arrivons pas à savourer. L'enfant qui a été blâmé pour ses émotions devient souvent un adulte qui s'excuse d'être humain. Ce qui est frappant, c'est que ces personnes ont souvent une grande lucidité. Elles comprennent les autres, ressentent profondément, mais refusent de se regarder elles-mêmes. Car se regarder, c'est risquer de réveiller cette vieille culpabilité, celle d'avoir trop ressenti. Pourtant, sous cette peur se cache une vérité. C'est précisément cette sensibilité qui est leur force. Ce n'est pas un défaut de fabrication. C'est une porte vers leur humanité la plus profonde, celle qui attend d'être accueillie, non plus jugée. Il y a des enfants qui ne pleurent pas quand ils tombent, pas parce qu'ils n'ont pas mal, mais parce que personne ne viendrait les consoler. Ils se relèvent seuls, nettoient leurs genoux et reprennent leur route. À force, ils oublient même qu'ils ont mal. Ils sourient quand ils ont besoin d'aide. Ils rient quand ils ont peur. Ils s'endurcissent. Et le monde applaudit leur maturité. Un jour, cet enfant devient adulte. Il est le premier à prendre des responsabilités, le dernier à abandonner. Il sait gérer les urgences, porter les autres, résoudre les problèmes. On lui fait confiance, on le félicite, on l'admire. Mais ce que personne ne voit, c'est qu'il ne sait plus poser ses valises. Il ne sait plus comment demander un câlin sans se sentir ridicule. Il ne sait plus comment dire « je suis fatigué » sans croire qu'il trahit une mission invisible. Pense à Samuel, 41 ans, père de 2 enfants, mari aimant, directeur d'un centre médical. Il passe ses journées à prendre soin des autres, à écouter, à organiser, à soutenir. Il est solide. Trop peut-être. Ce que personne ne soupçonne, c'est qu'il dort à peine 4 heures par nuit, qu'il évite les vacances, qu'il redoute les silences. Car dans ces silences, l'enfant qu'il était ressurgit. Celui qui, à 9 ans, préparait les repas pour sa sœur pendant que leur mère dormait d'épuisement. Celui qui, à 12 ans, rassurait son père en colère au lieu d'être rassuré. Celui qui, à 16 ans, travaillait après les cours pour payer une facture oubliée. Samuel ne s'en rend pas compte, mais il a inversé les rôles trop tôt. Il a troqué sa vulnérabilité contre la responsabilité. Et aujourd'hui encore, il continue de croire que s'il ne tient pas tout, tout s'effondrera. C'est une croyance ancienne, née d'un amour maladroit. Celui qui dit « tu es fort, donc je peux m'appuyer sur toi », sans jamais demander si cette force n'était pas un déguisement. Jung parlait d'un ego hyperfonctionnel, cette armure brillante que l'on construit pour ne pas sentir le vide. Mais sous cette armure, il y a une lassitude, une solitude, une âme qui n'a jamais eu la permission d'être enfant et qui aujourd'hui, dans un corps d'adulte, réclame encore l'autorisation d'être vulnérable. Ce ne sont pas les responsabilités qui pèsent le plus lourd. C'est l'incapacité à déposer, ne serait-ce qu'un instant, le poids d'un monde que l'on croit devoir porter seul. Parfois, ce n'est pas un événement brutal qui blesse, mais la répétition d'un schéma si subtil qu'on finit par croire qu'il est normal. On ne se souvient pas d'un moment précis, d'un choc ou d'un drame. Non, c'est plus insidieux. C'est le fait de revivre, encore et encore, des situations qui se ressemblent, qui réveillent une douleur familière, même quand tout semble aller bien. Une relation qui commence avec espoir et se termine dans l'indifférence. Un projet qui enthousiasme au début, puis s'éteint sans raison. Une promesse intérieure, cette fois, je changerai, que l'on trahit soi-même sans comprendre pourquoi. Maya, 38 ans, en sait quelque chose.
Elle a consulté des thérapeutes, lu des livres, fait des stages de développement personnel. Mais toujours, elle revient au même point. Elle attire des partenaires qui semblent parfaits, puis deviennent distants. Elle prend un nouveau départ professionnel, puis s'épuise en quelques mois. Elle croit progresser, puis retombe dans ses angoisses. Chaque cycle lui donne l'illusion d'une avancée, suivie d'un retour en arrière plus violent. Et cela l'use, la vide. Elle se demande si elle est maudite, ou simplement incapable. Mais ce que Maya ne voit pas encore, c'est que ces répétitions ne sont pas une punition. Ce sont des messages, des boucles inachevées de son enfance qui réclament une clôture. Le schéma de l'attente non satisfaite, de l'effort non reconnu, de la joie sabordée. Ce ne sont pas des accidents. Ce sont des scripts intérieurs. Carl Jung disait que tant que nous ne rendons pas l'inconscient conscient, il dirigera notre vie, et nous appellerons cela le destin. Ces cycles que nous pensons subir sont souvent des mécanismes que nous répétons pour tenter, de manière maladroite, de guérir quelque chose d'ancien. Maya, comme tant d'autres, vit dans une maison bien décorée, un emploi respectable, une vie réussie. Mais chaque nuit, elle ressent une tristesse qu'elle ne peut pas nommer. Un vide qu'aucune réussite ne comble. C'est le murmure de son passé. Ce n'est pas qu'elle ne mérite pas le bonheur, c'est qu'elle ne sait pas comment s'y autoriser sans culpabilité. Parce qu'enfant, elle a appris que le bonheur était toujours suivi d'une déception, que la paix précède la tempête. Et même aujourd'hui, elle se méfie du calme, comme si quelque chose allait la punir d'être enfin bien. Il ne s'agit pas de rejeter la faute sur le passé, mais de comprendre à quel point il façonne notre présent. Le corps se souvient, les gestes trahissent, les décisions révèlent. Et parfois, simplement observer la boucle, nommer la répétition, c'est déjà commencer à la transformer. Il existe un moment dans la vie où l'on se rend compte que le problème n'est peut-être pas ce que l'on vit, mais ce que l'on ressent sans pouvoir l'expliquer. Un malaise diffus, un poids intérieur, comme si quelque chose n'allait pas, même quand tout semble en place. Ce sentiment que, malgré les efforts, malgré les relations, malgré les réussites, une partie de soi reste inaccessible. Et ce vide, on le maquille bien. On le recouvre de projets, de distractions, de responsabilités. Mais il finit toujours par refaire surface, souvent quand on s'y attend le moins. Julien, 46 ans, a coché toutes les cases. Bon mari, père impliqué, directeur respecté. Il a une maison, des amis, des revenus confortables. Mais quand tout le monde dort, il se retrouve face à un silence qui l'oppresse. Ce n'est pas qu'il va mal, c'est qu'il ne sait plus comment aller vraiment bien. Il regarde sa vie et se demande « Pourquoi je n'y arrive pas ? Pourquoi je ressens encore ce vide ?» Ce vide n'est pas une anomalie. Il est le témoin d'un déracinement intérieur. Carl Jung affirmait que l'âme ne cherche pas le bonheur, mais la totalité. Et être entier, ce n'est pas seulement réussir à l'extérieur, c'est se reconnecter à ce qui a été oublié, ignoré, négligé. Julien a passé des années à fuir ce qu'il ressentait enfant. La peur d'être un fardeau, la honte de ses faiblesses, l'impression de devoir mériter chaque affection. Il a troqué sa sensibilité contre de la performance. Il a transformé son besoin d'amour en besoin d'approbation. Et cela ne se voit pas. C'est une blessure élégante, une douleur polie. Julien ne crie pas, ne s'effondre pas. Il continue. Il donne, il organise, il rassure. Mais à l'intérieur, un enfant attend toujours d'être vu. Pas pour ce qu'il fait, pour ce qu'il est. Il ne s'agit pas de tout casser. Il ne s'agit pas de tout remettre en question, mais de prendre un moment, un vrai, pour écouter ce qui ne crie plus parce qu'on l'a trop fait taire.
Ce vide que Julien ressent est une porte, pas une condamnation. C'est une invitation discrète, celle que l'on reçoit quand le reste du monde dort et que le cœur, lui, reste éveillé. Car parfois, la seule chose qu'il nous manque, c'est la permission de ressentir ce que personne n'a su accueillir. Il y a des douleurs qu'on ne dit pas. Pas parce qu'on ne veut pas, mais parce qu'on ne sait plus comment. Elles se sont installées lentement, sans fracas, jusqu'à faire partie du décor. Ce ne sont pas des tragédies criantes, mais des absences répétées. Des mots qui n'ont jamais été prononcés. Des gestes qu'on a attendus trop longtemps. C'est l'absence d'un « je suis fier de toi », le manque d'un regard qui comprend sans qu'on ait besoin d'expliquer. Ce sont ces détails qui, accumulés, construisent un monde intérieur fragile, fait de silences retenus et de soupirs étouffés. Imagine Clara. Elle a 30 ans. Sa vie semble belle sur les réseaux. Elle poste des photos de voyages, de soirées entre amis, de plats colorés. Mais personne ne voit ce qu'elle ressent juste après avoir cliqué sur « Partager ». Elle regarde l'écran et se sent vide. Ce n'est pas une dépression, pas une crise. C'est une mélancolie sourde, persistante. Une sensation d'être en décalage, même avec ceux qu'elle aime. Parfois, elle se dit qu'elle devrait être reconnaissante, qu'elle n'a pas le droit de se plaindre. Et c'est précisément là que réside la blessure. Dans cette impossibilité d'honorer ce qu'elle ressent, parce que rien ne le justifie objectivement. Carl Jung disait que ce que nous ne conscientisons pas revient sous forme de destin. Mais ce destin, parfois, ce n'est pas un événement spectaculaire. C'est une habitude. Celle de dire « ça va » quand rien ne va. Celle de répondre avec le sourire, alors qu'on aimerait simplement être pris dans les bras. Celle de se faire petit pour ne pas déranger, même adulte, même libre. Ce n'est pas que Clara n'a pas grandi, c'est qu'une partie d'elle n'a jamais pu s'exprimer. Et tant que cette voix reste muette, tout dans sa vie sonne faux, même les moments de bonheur. Mais il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour écouter ce qui a été tu. Il suffit parfois d'un instant de sincérité radicale, d'un moment face à soi-même, où l'on ose regarder ce qui fait mal sans fuir, sans expliquer, sans minimiser. Ce n'est pas le monde extérieur qu'il faut réparer, mais la relation que l'on entretient avec son propre silence. Ce que Jung nous a transmis n'est pas une méthode, mais une voie. Une manière de redescendre dans nos ombres, non pas pour s'y perdre, mais pour s'y retrouver. Car ce n'est pas l'absence de douleur qui nous libère. C'est la capacité de l'écouter sans jugement, de la sentir sans honte, de la vivre sans masque. Là commence la vraie guérison. Et peut-être que tout ce chemin, ces blessures, ces silences, peut-être qu'ils n'étaient pas là pour nous briser, mais pour nous réveiller.